Laisser la parole tout de suite à Gilles Boyer et Véronique Stacchetti qui ont mené une enquête dans l'Académie de Lyon sur précisément les pratiques enseignantes. Gilles. Merci. Alors, nous, notre communication est tout à fait dans la continuité de ce que vient de présenter Françoise. Et nous allons nous interroger davantage sur les pratiques des collègues, aussi bien de collège que de lycée. Alors, nous allons prendre appui sur deux éléments. Le premier, c'est une enquête INRP qui a été menée dans l'Académie de Lyon, dont Véronique parlera plus précisément dans un instant, entre 2000 et 2002. Et l'exposé prendra appui aussi sur deux stages de formation continue que j'ai organisés en 2004 et 2005 dans la même académie de Lyon. Alors, je vais dire très brièvement un mot sur ces stages. Alors, d'abord, ce sont des stages qui ont eu du succès. Alors, certes pas parce que c'est moi qui les ai organisés, ça j'en doute pas, mais pour au moins deux raisons. Alors, la première, c'est évidemment que le sujet intéresse les enseignants. Alors, il intéresse les enseignants, les discussions lors des stages l'ont bien montré, par rapport à l'ensemble des questions qu'ils se posent. Aussi bien par rapport à ce qu'on pourrait appeler enseigner l'histoire, que par rapport aux implications multiples que parfois entraînent l'enseignement de cette question, qui reste quand même une question, si vous voulez, prise dans la dialectique entre histoire et mémoire, et qui quelquefois est perçue par les collègues comme un de ces refoulés difficiles du temps présent qu'il est malaisé de présenter aux élèves. La deuxième raison, c'est que ces stages, je les ai organisés de sorte à pouvoir faire intervenir des collègues spécialistes de l'enseignement supérieur. Alors, si vous voulez, je peux citer quelques noms. D'abord, par exemple, celui de Gilbert Meignet, qui est venu faire un exposé sur le nationalisme algérien, sur le FLN. Sylvie Thénault, qui est venue 2 années consécutives, qui a fait un exposé qui répondait, on va le voir tout à l'heure, très précisément à une question centrale que se posent les enseignants, qui est celle de nommer les acteurs de la période, avec les implications, le collègue tout à l'heure l'évoquait, je pense, les implications que cela a aujourd'hui dans la société française, et en particulier en tant qu'enseignant, pour une partie, si vous voulez, de notre public d'élèves. Alors, Mwanda Moumou aussi, qui est venu parler donc des harkis, et on le verra tout à l'heure, je le présenterai quand je parlerai des réactions des élèves lorsque nous enseignons la guerre d'Algérie. Et le mot harki revient très vite et en permanence, et comme une insulte quelquefois extrêmement violente. Et donc, Mwanda Moumou a permis un éclaircissement, bien évidemment, que les collègues ne manqueront pas de réinvestir dans la conception de leur séance d'enseignement. Claire Moscopo aussi, qui participe évidemment au colloque, qui est venue pour parler des images, c'est-à-dire comment utiliser les images, commenter les images de guerre, donc son travail sur les militaires français, etc. Et sur le même registre, l'intervention de Michel Zancarini-Fournel, qui est ici aussi ces 3 jours, sur l'utilisation de ces images, et en particulier la question des femmes dans l'Algérie coloniale et dans la guerre d'Algérie. Alors, ça nous a permis quand même, là, et c'est ce que nous allons présenter immédiatement, de faire un bilan. Alors, bien évidemment, ce n'est pas très académique, parce que je vais commencer par la conclusion. Alors, on pourrait s'attendre à ce que, au fond, le sujet suscite de très réelles réticences de la part des enseignants, des doutes, etc. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que, on le développera aussi, on n'a pas beaucoup de temps, mais la construction de ce qu'on appelle dans le jargon des séances d'enseignement, le choix par exemple de problématiques pertinentes, de confrontation de documents, d'intelligence, si je peux me permettre le terme, de questionnement des documents, etc., permettent 2 éléments fondamentaux.
Premièrement, de tout dire, car contrairement à ce que peut parfois dire la presse, tout est dit. Mais tout dépend évidemment de la manière dont c'est dit. C'est pourquoi j'ai commencé par parler de la rigueur dans la construction des séances. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'enseignement de cette question peut poser un problème, Véronique le dira dans un instant, parce que très souvent dans les programmes, et là bien évidemment il faut préciser le niveau auquel on se situe, si on est en troisième, enfin en première terminale, on verra ça un petit peu tout à l'heure. Le problème c'est que très majoritairement nous n'enseignons que la guerre d'Algérie. Et au fond, l'effet relativement, si vous voulez, discutable que cela induit, c'est que le seul moment maintenant, au fond, dans les programmes de la relation franco-algérienne, elle passe par la période de guerre. Alors, sans anticiper sur ce qu'on va développer, par exemple, c'est à un seul niveau, hein, c'est en première, et ce depuis seulement 2003, en terminale, excusez-moi, scientifique, qu'on enseigne la colonisation et la décolonisation dans la continuité. C'est-à-dire qu'on est sur un temps long. Donc, par exemple, pour parler de la guerre d'Algérie, on a le temps au préalable de montrer la durée de la confrontation, si vous voulez, on peut employer d'autres termes bien évidemment, ou la relation entre la France et l'Algérie. Donc par exemple, on peut, pour parler très rapidement, mettre en évidence ce qu'autrefois on appelait les causes profondes, etc., du conflit. Mais si on passe en terminale dans ces nouveaux programmes, dans les séries qui sont les séries dites ES, économiques et sociales, les séries littéraires, etc., la décolonisation est enseignée en terminale, alors que la colonisation est enseignée en première. Alors nos élèves sont ce qu'ils sont, ils sont toujours très attentifs, ça vous le savez bien, mais ils ont tendance, l'été étant entre les deux niveaux de classe, première et terminale, d'oublier ce qui a été dit. Et c'est vrai que là, je pense qu'il y a une vraie question au niveau des programmes, c'est-à-dire de ne pas suffisamment situer la guerre d'Algérie, parce que nous parlons bien évidemment ici de la guerre d'Algérie, dans la longue durée. Et c'est forcément restrictif, et par rapport à des finalités civiques, sociales, etc., comme nous disons, si vous voulez, il y a des limites très, très vite atteintes. Voilà, donc je vais passer la parole à Véronique qui va présenter cette enquête INRP et plus précisément la place de la guerre d'Algérie dans les programmes du secondaire. Bon, alors cette enquête nous a emmenés au cœur de la complexité là, que tout le monde a évoqué jusque-là. Une complexité à différents niveaux, vous vous en doutez. Alors, complexité parce que nous sommes allés voir sur le terrain, donc dans les lycées, comment est-ce qu'on enseignait la guerre d'Algérie. Et puis, comme nous sommes nous-mêmes enseignants, donc on a été obligés de prendre du recul par rapport à ce qu'on faisait. Alors, on a commencé en 2000 à se réunir avec Michel Zancarini au Minguettes, c'était l'endroit à Vénissieux, donc l'endroit où on se réunissait, et puis au Collège des Iris à Villeurbanne, qui est particulier parce qu'il jouxte l'école Beth Menahem, là, disons, qui est une école de confession israélite, et vraiment il y a un mur qui sépare les deux, c'est comme ça, et parfois se joue un peu une réplique du conflit israélo-palestinien à coups de jets de pierre de part et d'autre du mur. Bon, tout ça pour vous dire que très vite on a été amené à constater que cette complexité, elle touchait ce que vous avez évoqué, monsieur, tout à l'heure, c'est-à-dire des relations entre Français, c'est-à-dire des pieds noirs, des enfants dont les origines remontent donc à des grands-parents pieds noirs, des enfants dont les grands-parents étaient en Algérie, voilà, pour donc le territoire algérien. Et puis donc sur le terrain, on ne dit pas trop, enfin on est parfois dans le non-dit. Alors c'est ce que nous sommes allés voir de plus près, et on a croisé l'enquête qui se déroulait à Versailles avec Benoît Falaise, qui avait les mêmes préoccupations. Enseigne-t-on la même guerre d'Algérie selon le lycée ou le collège dans lequel on est?
Alors, on partait du postulat de départ que tous les enseignants sont les mêmes, reçoivent les mêmes formations, mais par contre, les élèves ne sont pas les mêmes. Quelles étaient les attentes, les angoisses, les paroles qui allaient jaillir, et tenant compte aussi des choix très libres. Hein. On est dans un métier où on est quand même assez libre pour choisir les manuels. On est tenu à des programmes, à les respecter pour faire réussir les élèves, c'est vrai, mais on est tenu aussi parfois à gérer, je ne sais pas, j'aime pas ce verbe, mais bon, à gérer les préjugés du genre jeune Algérien en recherche d'identité qui va dire nous et vous pour parler du professeur ou pour parler des autres élèves, pour se repérer, quoi. Il y a un vous et un nous qui s'instaure, donc à nous nous enseignants, de reprendre cette parole, d'en tirer le meilleur profit, à gérer les émotions, parce qu'elles sont fortes, parce qu'il s'agit là de guerres, de conflits, de mémoires douloureuses ou de non-dits, et aussi difficile à gérer, je ne sais pas, à accepter, à faire avec dans la classe. Et toutefois, il nous faut donc réussir de la même manière, quel que soit le milieu scolaire, quel que soit le quartier, puisque c'est le même baccalauréat. Donc tout ça, ça nous a emmené, je vous dis, à aller voir à Vaux-en-Velin dans un lycée, au lycée Robert Doisneau, au lycée international qui est ici et qui donc accueille des sections internationales avec des élèves, on va dire, d'un milieu social plus représentatif, donc d'une société qui réussit plutôt bien, hein, alors qu'à Vaux-en-Velin, on est, et ce n'est pas des représentations de lieux communs, on est avec des élèves qui ont beaucoup plus de difficultés sociales, qui sont qui contrôlent peut-être moins parfois leur rébellion, tout ce qui doit jaillir en eux, etc. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Alors, ça a donné sur les résultats que dans les lycées de centre-ville, on est très réceptif à la parole du professeur comme il se doit, et très critique, mais le dialogue ne se fait pas dans le conflit. On n'arrive pas avec des préjugés forts. Le dialogue est beaucoup moins conflictuel, même si, parce qu'on a analysé les conséquences sur les pratiques professionnelles, hein, est-ce que ça nous interroge d'une autre manière, etc. Et en fait, quand on est dans un lycée de centre-ville, on se remet moins en question sur sa pratique, puisque ça passe bien, on peut parler, la relation on a un public qui est pas hostile. En revanche, dans les milieux dits difficiles, on a plus de réactions passionnelles et la pratique pédagogique manque parfois de distance, cette fameuse bonne distance qui est nécessaire pour avoir une relation pédagogique qui donne lieu à quelque chose d'intéressant. Alors donc là, tout ça, ça va c'est un peu rapide sur la façon de voir les choses. Toutefois, ça nous a emmené à demander à nos collègues qui ils citaient, est-ce qu'ils évaluaient les devoirs est-ce qu'ils évaluaient les cours qu'ils faisaient, quel type d'évaluation. Et là, encore une fois, d'un enseignant à l'autre, selon la formation qu'il a reçue, selon sa posture politique, je dirais, selon sa volonté donc d'échanger là-dessus, il va y avoir donc des écarts assez considérables, y compris sur le temps consacré à l'enseignement de la guerre d'Algérie et sur l'évaluation. Parfois, il n'y en a pas. En lycée professionnel, il y a eu d'autres évaluations de fait un peu en annexe. En lycée professionnel, les enseignants vont vraiment là avec des précautions, voire même occultent cette question parce qu'ils savent, puisque c'est un public essentiellement d'origine maghrébine qu'ils rencontrent, parce qu'ils savent que là, on marche sur des contextes difficiles avec, je vous disais, cette rébellion qui jaillit de toute façon parce qu'elle est confuse, parce qu'elle existe, et puis que l'histoire n'est pas assez stabilisée pour faire avec tout ce présent. Donc, pour m'attarder dans le détail sur tout ça, ceci dit, ça nous a emmené aussi
à d'autres questionnements. Alors, avec la collègue avec qui on avait dépouillé les enquêtes, fait une grille d'analyse, on voulait aller plus loin pour voir si, justement, tenant compte de ce qu'en disaient les journalistes, les auteurs, y aurait-il des endroits où on ne peut pas enseigner. Alors, avec elle, c'était s'interroger sur l'enseignement de la Shoah et de la guerre d'Algérie. Est-ce qu'il y a des endroits dans la République où, véritablement, on ne peut pas enseigner certaines questions? Alors, on n'a pas pu aller bien loin dans le questionnement parce que c'était pas tellement en vigueur, on va dire, on n'avait pas le matériel, le temps, etc. Et puis, ce qui aurait été intéressant, alors ça c'est un autre dépassement là qu'il aurait fallu voir, c'était de repérer l'enseignement de l'histoire, la stabilisation et puis les rébellions de novembre dernier, de voir s'il y avait des ponts entre une histoire personnelle, la façon dont on enseigne cette décolonisation violente, donc qui est finalement ancrée dans les esprits, les mots indépendance, libération, et puis cette espèce de contexte d'emprisonnement qui pourrait être lié. Donc voilà. Alors donc ça laisse en chantier pour des générations d'enseignants des questions sur ce point. Il nous reste très peu de temps, mais je voudrais dire deux choses. La première concerne plus précisément les difficultés que peuvent rencontrer les enseignants dans l'élaboration des séances d'enseignement concernant la guerre d'Algérie. Alors, par exemple, lors de ces stages de formation continue, une difficulté est apparue très nettement. C'est celle qui concerne la question du vocabulaire. Au fond, ce qu'on pourrait appeler de très difficiles enjeux sémantiques. Et en effet, si vous voulez, les enseignants ont quand même témoigné, les collègues ont témoigné des difficultés qu'il y avait à nommer les groupes acteurs du conflit, tout en ayant conscience que cela révélait des enjeux majeurs qui ont des résonances aujourd'hui. Alors, bon, il est assez facile d'évoquer les deux appellations officielles, français de souche nord-africaine et français de souche européenne, mais il est beaucoup plus difficile d'expliquer aux élèves qui est français et qui ne l'est pas, ou plus exactement, ne l'est pas tout à fait. Alors, il y a aussi l'absence du terme algérien, compensé par celui de musulman. Alors, avec évidemment tous les enjeux implicites que cela peut traduire. Alors, ça, c'est un exemple majeur de difficulté à enseigner le sujet. Et les contradictions dont témoigne ce flou sémantique et ces constructions juridiques révèlent en réalité, et c'est donc une problématique d'enseignement qui est très intéressante, mais difficile d'accès, révèle en réalité les limites de l'intégration du territoire algérien à la France. Et ce type de problématique, alors évidemment, à la condition d'être dominé sur les plans historiques et même juridiques, peut trouver aisément, au demeurant, des prolongements en éducation civique, juridique et sociale, qui est maintenant au lycée, depuis 1999, une discipline à part entière, qui est dévolue en règle générale, mais ce n'est pas absolu, aux enseignants d'histoire-géographie. Et cela parce que ces thèmes de nationalité et de citoyenneté constituent des parties centrales de ce programme d'éducation civique, juridique et sociale. Alors, le deuxième problème auquel nous sommes confrontés en tant qu'enseignants, c'est le choix d'une problématique. Alors, très brièvement et de manière générale, au collège, la problématique, elle est largement imposée d'une certaine manière par les programmes, puisque la guerre d'Algérie est enseignée comme étant un exemple de décolonisation par la guerre, de décolonisation violente. Alors, les collègues vont essayer d'expliquer, alors de manière évidemment très rapide, parce qu'il y a une contrainte horaire extrêmement réelle, et de fait c'est très court, c'est en l'espace d'une heure, d'une seule séance d'enseignement, d'expliquer les raisons de cette violence. Alors c'est vrai que mais on ne peut pas faire autrement. Quand on regarde ça à froid, après coup, ça peut paraître assez réducteur. Mais cet aspect donc réducteur, me semble-t-il, peut être corrigé par la qualité, voire la pertinence du choix des documents. Alors,
quand on est au lycée, où il y a un peu plus de temps et où surtout on peut prendre un peu plus de temps. Là, la problématique, je dirais, est plus complexe. Et bien évidemment, on est toujours sur le registre de la violence de guerre. Mais elle est présentée de façon plus précise, puisque peuvent être évoquées les violences, bien évidemment entre les communautés, mais aussi à l'intérieur de ces communautés. Et évidemment, est présentée de façon plus précise l'évolution de l'opinion publique métropolitaine et celle de l'attitude du pouvoir. C'est-à-dire que là, on peut parler d'une problématique élaborée de manière à faire apparaître aux élèves le lien extrêmement étroit entre ces différents éléments de manière à leur présenter l'évolution, si vous voulez, de l'opinion publique française. Alors ça, je pense, par exemple, pour éclaircir ce que je suis en train de dire, que c'est dans cette optique-là qu'est présentée la question de la torture. Qui est présenté de manière bien évidemment de manière générale, mais qui doit être expliqué, expliqué et situé dans un processus historique. Là, véritablement, au lycée, on peut le faire. Pour le dire de manière plus courte, mais peut-être de manière plus claire, on peut davantage faire de l'histoire au lycée, parce qu'on a plus de temps. Alors là, il y aurait un autre paramètre, mais ça sera encore très long, que Véronique a évoqué. C'est bien évidemment le paramètre essentiel finalement, qui est celui de l'enseignant. Et dans la présentation de cette question, par les enseignants, il y a un certain nombre de variables qui jouent. Alors, par exemple, il y a la variable de l'âge. Hein. Donc, nous, on a eu des témoignages d'enseignants qui se souviennent très bien, puisqu'ils étaient préadolescents ou adolescents, de la guerre d'Algérie, et qui ont été marqués, bon, je ne vais pas vous citer quelques exemples de témoignages, par la guerre d'Algérie. Bon, ensuite, vous avez une deuxième variable qui est celle de l'engagement de collègues sur un plan, si vous voulez, politique, voire syndical, en partie déterminé par ce qu'on peut appeler un engagement tiers-mondiste, c'est-à-dire différé dans le temps par rapport au conflit algérien, mais qui est très réel. Puis vous avez une troisième variable, hein, c'est celle sur laquelle, si vous voulez, j'ai essayé de travailler dans ces stages, c'est celle des connaissances de la question par l'enseignant. Alors vous savez que nous, dans l'enseignement secondaire, nous enseignons bien évidemment toute l'histoire. Alors bon, ce qui peut parfois être difficile. Alors là, ce qui était manifeste pendant les stages, c'est l'intérêt certain, prononcé, des enseignants sur la question. Mais les dates ont joué un rôle, hein, parce que ce sont des stages organisés en 2004-2005. Il faut se référer là, si vous voulez, à la médiatisation, hein, en quelque sorte, du conflit par la presse. Alors, je vais prendre deux exemples, si vous voulez, de médiatisation, puis je m'arrêterai, oui. C'est tout d'abord la recension par la presse, très largement lue par les enseignants, c'est-à-dire Le Monde, Libération, etc., des thèses donc, de cette nouvelle génération d'historiennes en l'occurrence, hein, Raphaël Branche, sur la torture pendant la guerre d'Algérie, et Sylvie Thénault, Une drôle de justice, donc la justice française pendant la guerre d'Algérie. Et puis le deuxième élément, bien évidemment, hein, ce sont les confessions publiées de Paul Ossarès, tous les articles publiés par le journal Le Monde, notamment les enquêtes de Florence Baugé, les témoignages de Louisette, j'oublie son nom là, voilà, merci, etc. Donc là, la demande, hein, des enseignants était forte. Alors je voudrais simplement, là, vraiment, je fais en une minute, dire un mot sur les élèves. Bon, Véronique l'a dit. Alors incontestablement, c'est extrêmement important, et tout le monde le sait, hein, c'est que la ségrégation sociale est inscrite dans l'espace urbain.
Et ce n'est pas la même chose que d'enseigner, qu'on le veuille ou non, hein, on est en République, etc., peu importe, il y a une réalité. D'enseigner dans un collège classé ZEP, REP, dans une banlieue difficile, que d'enseigner dans un lycée de ville. Alors, je l'évoquais, les réactions des élèves par rapport à la guerre d'Algérie, plutôt dans des collèges difficiles, elles tournent autour de 2 points, hein, de 2 remarques. Alors c'est Harki, je l'évoquais tout à l'heure, mais je crois que c'est très important de dire cela. Ils ne savent pas ce que c'est. Tout à l'heure, c'était évoqué dans l'exposé, je crois, de Lydia. C'est une représentation totalement négative qui vient de ce qu'ils entendent dans les familles ou de ce qu'ils peuvent entendre quand ils retournent en Algérie. Alors, moi, je suis peut-être optimiste, mais quand ça m'arrive en lycée, parce que j'enseignais en lycée, je pense que par l'histoire, on peut déconstruire ces représentations. Alors, bien évidemment, là, il y a tout un ensemble de paramètres. D'abord, le premier, hein, qui est très subjectif, c'est le rapport qu'a l'enseignant avec ses élèves. Il y a des enseignants qui peuvent dire des choses que d'autres peuvent plus difficilement dire, etc. Et quand on leur explique, comme un intervenant l'a fait hier, j'ai entendu sa communication sur les harkis, quand on leur explique, ou ce qu'a dit Mohand Amoumou, qui m'a servi bien sûr à alimenter des cours, les élèves sont prêts à l'entendre. Hein. Je vais simplement dire ceci, comme anecdote quand même très très révélatrice. Moi, j'ai eu 2 frères algériens dans ma classe de terminale, en réalité des réfugiés politiques. Le père était très haut fonctionnaire à Alger, etc. Et ceci donc dans la deuxième moitié des années 90. Alors, comme je m'intéresse à la guerre d'Algérie, je pense que vous avez peut-être compris, que je dépasse très largement le temps imparti. Moi, il m'arrive de faire des cours, je ne devrais pas le dire, mais, non, mais 1 minute 3 qui durent 4 heures, etc. Et ces élèves passionnés non pas par moi, mais parce que le sujet les concernait, sont venus discuter avec moi à la fin du cours. Et ils m'ont dit, et je leur ai dit de m'amener ce qu'on leur avait dit, et donc je rejoins Lydia tout à l'heure, ce qu'on leur avait dit en Algérie, parce qu'ils avaient été scolarisés au lycée en Algérie. Ils ont mesuré l'écart. Par exemple, sur les chiffres de victimes. Hein, moi, je donne les chiffres que la recherche historique en France tient pour acquis. Hein. Et bien évidemment, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on leur avait dit là-bas. Il n'y a pas 1 million d'Algériens qui ont été tués, etc. Voilà, ça c'est un exemple. Tu souhaites que je m'arrête? Moi, je voudrais juste dire une chose. À propos de l'ignorance, oui, l'ignorance des mots, l'ignorance, elle est fréquente chez les enfants harkis, mais d'autres termes aussi, comme ça, sont renvoyés sonac. Bah oui, il s'appelle Sonac, c'est le blédard, le Sonac, c'est celui qui vient d'arriver. Ce n'est pas le foyer Sonacotra dans lequel on arrivait. Enfin, il y a tout un détournement de termes populaires, dans le milieu populaire, comme ça. Le harki est une insulte, traître, parce que tu m'as trahi, quoi, t'es qu'un harki. Enfin, donc, on doit entendre tout ça, essayer de faire au mieux, je vous dis, puisqu'il s'agit de faire réussir de la même manière. Et c'est vraiment notre souci le plus républicain, le plus réel. Une seconde. Vraiment 1 seconde. Ce que je voudrais dire aussi... Il n'y aura pas de débat. Non, si, mais on va faire la deuxième remarque qui vient très souvent, c'est les Algériens ont gagné la guerre. Bon, je ne fais pas de commentaires, je n'ai pas le temps. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que tout cela procède véritablement, on en a parlé hier, notamment le forum des associations, si vous voulez, pour parler très très vite, d'une crise d'identité. Alors, moi, de mon point de vue, ce qui manque dans les programmes, mais Benoît me dit que ça va changer, c'est une véritable histoire de l'immigration, pour qu'ils sachent véritablement pourquoi ils sont là. Voilà. Et ça, c'est le grand absent des programmes. Merci beaucoup. Bien, pardon d'être aussi directif, mais on doit reprendre à 11h15, je vous le rappelle, et pas 11h30. C'est pour ça que je suis obligé de tenir le temps comme ça, et je le regrette, puisque vous savez qu'à 14h, c'est à l'IEP et qu'il faut donc marcher pour y aller et manger avant. Alors, une série de questions, peut-être 1, 2, 3, à la table, 4, 5. Voilà, c'est bon. Donc on va commencer par monsieur là-bas. Vous déclinez un peu votre identité, un peu qui vous êtes et... Oui, je suis Daniel Pellegras, je suis anthropologue et un peu spécialisé en Algérie.
et réalisateur. En fait, je veux n'en poser qu'une très brève, mais j'en ai peut-être 2 ou 3 derrière, alors ce sera très rapide, je vous rassure. Est-ce que l'Algérie tombe au bac? Oui. Bon, Alors, voilà. je vais vous répondre. Parce que Merci. j'avais de façon pernicieuse l'idée qu'elle ne tombait jamais et qu'au fond, ça gênait tout le monde, les gens qui posent, enfin les gens qui font les sujets, comment faire un sujet, et du coup on laisse tomber, on n'insiste pas trop. Bon, mais voilà. Voilà, question précise, donc réponse précise. C'est tombé au bac à la session 2004. Je vous ai amené le sujet, je peux vous le passer. Alors, c'est un commentaire de document. Voilà, donc ça tombe au bac. Oui. Alors, simplement aussi, un tout petit mot. Non, parce que c'est important. La guerre d'Algérie est aussi au programme, j'ai oublié de le dire, de l'école primaire depuis 2002. Voilà. Alors, simplement dire ceci, c'est que donc, je travaille à l'UFM et sur les 2 dernières années, j'ai eu 2 stagiaires qui ont fait 2 mémoires remarquables sur l'enseignement de la guerre d'Algérie à partir d'expériences qu'elles avaient menées lors de leur stage à l'école primaire. Je peux poser l'autre bout de ma question? Écoutez, enfin, on a le micro, si on a le temps encore. Oui, bon. Oui, j'ai, à l'occasion des grands débats de janvier et avant l'abrogation par décret, ce qui est fort dommage parce que du coup le débat s'est arrêté au niveau public de la fameuse loi de février, et j'ai organisé des projections du film que j'ai fait sur justement la non-transmission de la mémoire de la guerre. Et dans les lycées, et il y avait des parents d'élèves, des élèves, et je n'ai jamais vu un prof d'histoire. En revanche, et c'est pas de la jalousie parce que je trouve que le film est très, très intéressant, mais à la projection publique de La Trahison, à destination des enseignants, film complètement décontextualisé. On ne sait pas d'où ils arrivent, où ils sont et qu'est-ce qui se passe. Mais pour ceux qui, comme nous, je pense, connaissent l'histoire de la guerre d'Algérie, on le replace. Mais là, il y avait une foule d'enseignants parce qu'il y avait une soirée. Moi, voilà. Alors là, je suis aussi enseignant en secondaire, donc je me permets d'être un peu critique. Alors là, une réponse qui est une indication, c'est qu'il y a un site, bon, je n'ai pas l'intitulé là, éducatif, sur le rapport donc éducation nationale cinéma, et qui a tout un projet pédagogique à partir du film La Trahison. Deuxième personne. Oui, madame, oui. Juste une petite remarque. Michel Rodari, je suis présidente de l'association Coup de Soleil en Languedoc-Roussillon, mais dans une vie antérieure, j'étais prof de maths. Et je me rappelle la joie de mes élèves quand je leur faisais un petit peu, c'était pas au programme bien sûr, mais je le faisais en plus, un petit peu d'histoire des mathématiques et parlant des mathématiciens arabes. Et à la fin des années 90, bon, je parle en France parce que j'ai enseigné en Algérie avant, mais en France, dans la fin des années 90, il y avait des manuels où les théorèmes, il y avait le théorème d'Al-Khwarizmi, des théorèmes comme ça, et c'était très très important. J'enseignais à côté de Pigalle, et c'était très important pour les élèves, et je pense que c'est important que justement cette histoire soit dans les autres matières que l'histoire. Voilà. Oui. On va enchaîner les questions et après... Oui, alors c'est pour ça que je pense que la nécessité de l'histoire de l'immigration est importante, parce que sinon ils sont toujours dans l'émotion, dans la joie de s'identifier à un âge d'or qui perdure et dont on ne parle pas. Parfois ils arrivent avec le maillot de l'Algérie alors qu'elle n'est pas sélectionnée à la Coupe du Monde de football. Alors ils arrivent... souvent, hein, ça fait 10 ans, enfin 98, 2002, pas cette année, il n'y en avait plus parce qu'ils attendent la prochaine sélection, ils ont changé d'entraîneur, on est au courant de tout. Mais on a besoin de quelque chose de stable pour entendre parler de soi, pas pour faire plaisir, mais pour entendre parler de soi sérieusement, de manière équilibrée et pas simplement pour le bien ou le mal, quoi, quelque chose de binaire qui est trop facile à accueillir. Alors, il reste deux questions et une ici. Et la table ne répond plus. Voilà. Oui, une remarque et une question. Je suis prof de philo et sciences d'éducation à l'UFM, mais j'ai aussi enseigné histoire en faisant mes études et auxiliaires en même temps sur le terrain. Et oui, donc la remarque d'abord, je suis content de ce colloque puis des interventions que j'ai entendues parce qu'on sort enfin d'une conception mièvre de la laïcité consistant à interdire les sujets qui fâchent, comme par exemple un étudiant qui avait pris la mort à l'UFM, on prétendait lui interdire comme sujet de mémoire. Depuis, il y en a des dizaines qui l'ont pris. Et par ailleurs,
Oui, souvent dans les colloques pédagogiques, malheureusement, ici même, il y a 2 mois, un verbiage abscon, j'entends parler de décapsulage des problématiques par l'aval. Au bout de 2 mois, je me demande encore ce que ça veut dire, ou parfois je comprends trop bien. Et ma question, est-ce que le dessin d'humour, sur lequel j'ai travaillé avec des étudiants stagiaires, ça permet, dans certains cas, de mettre à distance des sujets un peu chauds et puis d'introduire une grammaire, des codes linguistiques, etc. Donc, première question. Deuxième question. Il restera une... Voilà, madame. C'est plus une réflexion qu'une question, finalement. Je pense, comme on l'a bien souligné, l'enjeu et le nœud gordien de ces questions-là, je pense, c'est tous les débats qui ont lieu autour des sentiments identitaires, ce qu'on appelle sentiments identitaires, mais j'aime pas trop ce terme-là, parce que moi je pense que beaucoup sont plutôt en phase avec leur identité, c'est plutôt la société française qui n'est pas en phase avec son identité, et je pense que c'est les questions de nationalité, citoyenneté. Finalement, on en est encore maintenant, peut-être d'une manière inversée, à une dissociation de ce couple citoyenneté-nationalité, qui est bien assumé par des Algériens qui vivent en France, qu'on considère parfois comme immigrés de la 2e génération, comme si l'immigration se transmettait par filiation, chose que j'ai jamais réussi à comprendre. Mais je pense que faire de l'histoire, faire une des finalités de l'histoire finalement, un processus d'identification à la nation française, ben c'est ça le grand problème. Moi, je n'ai jamais réussi à m'identifier à la nation française parce que je ne me considère pas comme français. Ce n'est pas une frustration, ce n'est pas un ressentiment, parce que j'ai une haute conscience de mon algérianité, parce qu'elle a été transmise par mes parents, et parce que ma conscience de l'histoire m'empêche aussi d'entamer ce processus d'identification. Ceci étant, je suis inséré dans la société française. Il y a une notion de nationalité intime qui est à prendre en compte au sein de ces élèves qu'on ne prend pas en considération. La nationalité est toujours perçue comme une nationalité juridique, et ils ne sont pas idiots quand on leur dit de dire que vous êtes français. Oui, on est français. Parce qu'on a fait de droit élémentaire, de droit humain, un privilège lié à la nationalité. Et ils ont intériorisé ce processus-là qui est un processus colonial. Moi, je pense véritablement que l'enseignement de l'immigration est aussi importante, indispensable, mais rappelez que l'immigration algérienne, ce n'est pas l'immigration polonaise, ce n'est pas l'immigration italienne, même s'il y a des ressemblances. Mais nous dire à chaque fois et étudier l'immigration au travers du prisme idéologique du creuset national, avec pourquoi les Polonais se sont intégrés et pas les Algériens, mais nos parents ne sont pas venus pour la même raison. D'une part, il y a des cheminements différents, il y a des cheminements différents, des aboutissements différents. C'est déjà une énorme différence. Mais qu'est-ce qu'être français à l'époque coloniale? Qu'est-ce que... Mais c'est ça, mais voilà. Il faut bien replacer dans une situation coloniale. Et encore une fois, le concept de nation, ça reste un prisme paradigmatique qui n'est peut-être pas efficient pour les Algériens. Je veux dire, il y a d'autres modes d'expression de la nationalité que j'ai partagé également. Et ne serait-ce que, bon, peut-être que je m'attarde, mais je pense que c'est essentiel. L'exil, le sentiment d'exil des générations d'Algériens, de ma génération peut-être, mais peut-être que c'est un cas personnel, mais je ne pense pas que c'est aussi personnel que ça. L'exil qui n'a pas été physique, c'est transmis de génération en génération, au travers de la musique notamment, au travers des temporalités sociales aussi. Et je pense que ça, il faut le prendre en considération, et il faut éviter de vouloir faire encore une fois de ce petit Mohamed, de ce petit Nourdine, un petit Français à l'image du Français qu'on souhaiterait qu'il soit. Et arrêtez également, et je pense que c'est important, arrêtez également de nous renvoyer à une violence symbolique qui est énorme en nous refusant la liberté de nous nommer. On ne peut pas se désigner par soi-même, on est toujours désigné, c'est toujours l'autre qui nous désigne. Et ça, c'est vraiment une violence qui est assez importante. Voilà, j'en terminerai là-dessus. Merci beaucoup. Madame. Si on peut faire passer... Ma question est très simple. Aux gens qui ont travaillé sur les programmes, est-ce qu'il y a des textes de littérature algérienne et francophone en général dans les programmes? Ma question rejoint ce que disait ma voisine, parce que cela permet aux gens, aux élèves, non pas seulement d'avoir l'émotion, mais de trouver quelque chose d'eux-mêmes là-dedans et d'entrer pas totalement nu dans la littérature. Voilà. Merci beaucoup. Dernière question. Moi, j'ai connu des profs de français qui enseignaient Nejma Bien sûr. En France. Dernière question. Dernière question, et j'espère... Alors, madame, allez-y. Bonjour, Fatima Zoraghi, donc je suis de Constantine, prof à l'université, et je voulais juste faire une remarque parce qu'effectivement, je suis d'accord et je te remercie Lydia pour ce que tu as présenté, mais il faudrait peut-être voir que lorsque
le ministère algérien confectionne ses programmes, ce n'est pas forcément en fonction de la France, ni en fonction de la guerre d'Algérie seulement. Parce que c'est l'histoire de l'Algérie pour un pays jeune, pour un État jeune, pour une nation jeune. Et donc, c'est peut-être non pas de voir comment la guerre d'Algérie est enseignée en France, mais comment la Deuxième Guerre, comment l'histoire de l'Alsace et de la Lorraine, quand elle ne fait plus partie etc. Enfin, comment d'autres questions de l'histoire de France est enseignée aux petits Français. À mon avis, c'est à partir de là qu'on peut comprendre pourquoi, et si c'est gommé, ce qui est gommé, etc., ce n'est pas non plus toujours en relation avec la guerre, mais en relation avec l'histoire intérieure, c'est-à-dire le parti unique, comme l'a dit très bien madame, les groupes d'acteurs qui veulent une reconnaissance plus que d'autres. Donc il y a beaucoup plus de problèmes internes liés à l'arabisation, l'arabisme, l'islam, etc., qu'avec la guerre. Bien sûr, il y a aussi ça, mais il n'y a pas que ça, et c'est surtout pas ça. Et juste une petite réponse, on a l'impression en France que les harkis ont joué un grand rôle et qu'ils sont très importants. Souvenir écran. Alors qu'on n'en parle pas en Algérie. Je suis désolée, on n'en parle pas, ni dans la vie quotidienne, ni dans la vie scolaire. Bien sûr, de temps en temps, il y a comme ça, ils apparaissent de temps en temps, mais ils ne font pas partie des figures historiques qui sont critiqués ou etc. Ceci dit, effectivement, ils ont une connotation péjorative. Oui. J'aurais beaucoup d'autres questions, mais c'est pas le moment. Merci. Juste une question de Célois et ensuite je donne la parole à la salle pour 1 minute chacun. Oui, c'est plutôt une remarque. Puisqu'on en est au témoignage, je dirais que j'ai toujours eu des professeurs depuis la 6e extrêmement bien intentionnés qui m'appelaient la petite Algérienne. Alors j'étais la petite Algérienne en Hippocagne, etc. Ça montre un petit peu la perception identitaire qu'ils avaient de moi. Donc je pense qu'en fait l'intégration, c'est pas l'intégration des autres, c'est l'intégration de chacun dans un propos commun. Et je ne pense pas, effectivement, ayant non pas travaillé dans des lycées de centre-ville, mais par exemple à l'Institut d'études politiques de Paris, pendant 15 ans, j'ai eu l'occasion de voir qu'effectivement, dans ce genre d'établissement, il y avait des préjugés extrêmement forts, quoique très discrets, sur les questions coloniales. Donc il me semble qu'il y a quand même des biais dans lesquels se trouvent pris les enseignants, bien entendu, bien malgré eux, et que c'est peut-être plus sur les biais que les enseignants ont eux-mêmes que sur les populations auxquelles ils s'adressent que les réflexions éducatives devraient se pencher, et à mon sens de façon tout à fait prioritaire. Je réponds à monsieur simplement sur la question de la nationalité, une remarque très intéressante, c'est qu'effectivement, de la même façon qu'il y avait une identité officielle et une identité domestique, dans le système colonial, il y a une identité officielle et une identité domestique. Et évidemment, nombreux sont ceux qui ne comprennent pas le plan sur lequel les gens se situent, selon qu'ils mettent en avant leur identité domestique ou selon qu'ils mettent en avant leur identité officielle. Merci. Lydia. Donc, alors tout d'abord, pour répondre donc déjà à la question par rapport aux harkis, simplement une petite remarque. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il faut rappeler et insister sur le fait que l'histoire des harkis n'est pas l'histoire nationale, en tout cas elle n'est pas vécue comme telle en Algérie. C'est simplement un élément de l'histoire. Ils ne sont pas pointés du doigt en Algérie, en tout cas pas dans les manuels. En effet, ils ne sont mentionnés que 2 fois dans les manuels scolaires. Leur histoire est distillée à travers les récits de trahison, mais en effet, on ne les pointe pas du doigt. Par rapport à la remarque aussi, vous avez évoqué le fait d'enseigner une histoire, par exemple de la Deuxième Guerre mondiale, et de comparer. Voilà, effectivement, je pense qu'il ne faut absolument pas comparer l'enseignement de la colonisation, décolonisation en Algérie avec l'enseignement qui en est fait ici même en France. C'est des histoires qui sont totalement distinctes. En Algérie, je vous l'ai dit, nous basons en fait la totalité de l'enseignement de l'histoire nationale sur cette période en particulier, parce qu'elle est fondatrice de l'Algérie actuelle, qu'on soit d'accord ou pas. C'est le cas en tout cas de l'histoire institutionnalisée
en Algérie actuellement. Voilà. Et puis juste une dernière chose, vous aviez parlé des caricatures et des dessins. Donc en fait, pour ce qui est des manuels scolaires algériens, nous en retrouvons quelques-uns en effet. Simplement, donc c'est absolument pas dans la distanciation, ni même pour refroidir des savoirs chauds justement, comme vous le disiez. En effet, les caricatures que nous retrouvons sont surtout par rapport au début de la colonisation, donc des images des Maltais, Italiens, Espagnols, ou même des prisonniers français qu'on amenait en Algérie, plutôt des images. Voilà, des caricatures assez, voire violentes, donc en fait plutôt dans des dénonciations. Voilà. Juste une réponse très courte à madame sur la littérature algérienne. Alors, je suis tout à fait d'accord. Malheureusement, elle est absente des CDI, c'est-à-dire des centres de documentation et d'information des collèges et des lycées. Elle est absente des manuels, même, donc, on évoquait Kateb Yassine, etc., donc la très grande littérature. En revanche, par exemple, des romans de Leila Sebar, comme La Seine était rouge, etc., sont utilisés par des collègues pour un travail interdisciplinaire entre histoire et français et qui débouche sur l'enseignement de la guerre d'Algérie. Moi, j'ai travaillé sur Élise ou la vraie vie. Alors, toutes les histoires d'immigration sont douloureuses, hein, qu'elles soient algériennes, italiennes, polonaises, elles font toutes mal. Et l'important étant de savoir qui on est là-dedans. De toute façon, elles font mal. Quoi qu'il en soit, et si vous l'analysez en termes de nationalité, d'identité, si vous voulez, mais je peux vous dire que ça nous renvoie à notre histoire. Voilà, d'accord, on est d'accord. Oui, mais Élise ou la vraie vie montre justement que c'est une merveilleuse histoire d'amour et ça montre donc ces passeurs ces croisements de destin, je ne sais pas comment dire. Bon, on aurait aimé que ça marche un peu mieux, hein, pour ceux qui l'ont lu, que ça soit beau, mais on n'est pas dans une époque formidable forcément, et c'est intéressant. Ouais. Ah oui. Merci, il est 11h15, je suis obligé de clore. Merci beaucoup.